Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici à l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'être ici pour parler un peu de notre organisation, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Je vais vous expliquer grosso modo le plan de présentation, mais qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre rôle dans la procédure d'évaluation environnementale ici au Québec. Et puis, je vais continuer dans une deuxième partie à expliquer un peu comment nous, on se considère comme un forum d'influence. Et puis, pour finalement répondre à la question, est-ce qu'on est un outil de service au service de l'acceptabilité sociale des projets miniers, qui n'est pas une question si simple à répondre. Donc, vous verrez un peu notre position par rapport à ça. Donc, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a été créé en 1978. Dans le fond, la loi sur la qualité de l'environnement a été créée en 1972. En 1978, il y a eu une réforme de la loi. L'article 6.1 a été ajouté qui a créé le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Notre mission, c'est d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre responsable de l'environnement des analyses et des avis qui prennent en compte les 16 principes de la loi sur le développement durable. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On crée des audiences publiques dans lesquelles on va informer le public, on va consulter le public, donc les citoyens viennent s'exprimer sur, la plupart du temps, c'est sur un projet précis, notamment des projets miniers. Et puis par la suite, la commission d'enquête va faire son enquête, va approfondir certains thèmes qui ont été abordés dans le cadre de l'audience publique et va faire un rapport, va rédiger un rapport qui va être envoyé au ministre. Et le ministre doit le prendre en considération quand lui-même va faire la recommandation au gouvernement, à savoir si un projet devrait aller de l'avant, oui ou non, et si oui, à quelles conditions. On est un organisme qui est permanent, neutre et indépendant. On est indépendant du ministère, donc on relève directement du ministre. Donc, on a notre forme d'indépendance. Nos membres sont nommés en vertu d'une procédure. Donc, sont nommés par le gouvernement, mais un coup que les membres sont nommés au bureau, mais à ce moment-là, pour devenir commissaire, c'est le président du bureau qui nomme commissaire sur les commissions. Ce n'est pas le ministre, c'est vraiment la prérogative de notre président au BAP. De dire quel membre va être commissaire sur les commissions. On est un organisme qui est consultatif, donc on n'est pas décisionnel, évidemment. Ce n'est pas à nous de décider si un projet va aller de l'avant ou non. Nous, les commissions, dans le fond, du BAP, vont aviser le ministre, vont faire des recommandations au ministre, à savoir, est-ce que oui ou non, il devrait aller de l'avant, mais à quelles conditions, en vertu, dans le fond, de ce qui s'est dit dans le cadre des audiences publiques que nous mettons en place. Donc, les différents mandats qu'on peut avoir, je parlais justement tantôt de la procédure d'évaluation environnementale. Au Québec, on a une procédure d'évaluation environnementale qui est créée par la loi sur la qualité de l'environnement, dont nous faisons partie. Donc, les projets qui sont assujettis à la procédure, en vertu du règlement, doivent passer par la procédure et doivent passer par nous s'il y a des demandes d'audience publique. Donc, mais on peut avoir des mandats, ça c'est la majorité de nos mandats, c'est de là qu'on les reçoit, mais il y a aussi des mandats d'enquête générale qu'on peut recevoir du ministre sur des questions environnementales générales. On a fait des mandats sur les gaz de schiste, l'uranium, la gestion de l'eau au Québec, donc ça peut être des thèmes assez larges sur lesquels on organise des audiences publiques. On peut recevoir des mandats aussi en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel quand le gouvernement veut établir des aires protégées. À ce moment-là, on peut nous demander de faire des consultations publiques pour l'établissement de ces aires protégées-là. Même chose pour la loi sur les parcs, mais la majorité de nos mandats vient de la procédure d'évaluation environnementale qui concerne les projets qui sont mis sur pied au Québec par les promoteurs. Donc, grosso modo, ça a l'air un peu complexe. C'est la procédure d'évaluation d'examen des impacts sur l'environnement au Québec. Je ne passerai pas au travers en détail, mais on peut voir que ça débute évidemment par un avis de projet de l'initiateur qui avise le ministère qui veut faire un projet, notamment un projet minier. Le ministère envoie une directive et dit à l'initiateur, mais qu'est-ce qui doit être inclus dans votre étude d'impact? Et donc, l'initiateur fait son étude d'impact. Après ça, le ministère analyse si est recevable en vertu de la directive qui a été donnée. Après ça, une période d'information. Dans le cadre de cette période d'information-là, les citoyens peuvent demander d'avoir une audience publique. Donc, c'est vraiment les citoyens qui après avoir pris connaissance du projet, disent « moi, j'aimerais ça me prononcer sur le projet, j'aimerais ça qu'il y ait une audience publique. » Puis aussitôt qu'il y a une demande d'un citoyen, une seule, qui est jugée non frivole, donc qui est sérieuse, mais à ce moment-là, il y a une audience publique qui est donnée au BAP, un mandat d'audience publique. Donc, le BAP organise une audience publique pour aller entendre les citoyens, les préoccupations des citoyens sur le projet et fait un rapport au ministre, qui, après ça, lui, le ministre, envoie une recommandation au gouvernement et le gouvernement, lui, décide
s'ils donnent l'autorisation ou non au projet qui est présenté. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la procédure d'évaluation environnementale. Nous, on se situe vraiment au point 10. On est vraiment une petite partie de la procédure, mais une partie qui est quand même importante parce qu'on crée quand même des liens entre le citoyen, le ministère et l'initiateur. Donc, c'est vraiment un lieu de dialogue qui est mis sur pied à ce moment-là. Donc, le Bureau de vente publique, un forum d'influence. On est tout d'abord un forum. On se voit, dans le fond, nous, on a été créé en 1978 par le ministre, en fait, le ministre Léger, ministre de l'Environnement à l'époque, qui a introduit le projet de loi en 1978 pour nous créer. L'objectif du ministre Léger, c'était vraiment de permettre à la population d'avoir accès à de l'information sur, la pollution au Québec, c'est quoi l'état de la pollution au Québec, mais également sur les impacts que les projets peuvent avoir sur les citoyens. Donc, le ministre voulait rendre obligatoire la publication d'informations pour que les gens soient informés des projets qui ont lieu dans leur cours arrière souvent et qu'avant, dans le fond, l'entrée en vigueur de ce projet de loi-là, mais souvent, il y a des gens qui avaient des projets ou des promoteurs qui arrivaient sur certains terrains et les gens ne savaient même pas que le projet arrivait, dans le fond, dans leur quartier. Donc, pour attaquer un peu cette problématique-là, le ministre Léger, dans le fond, par le projet de loi, a créé un canal de communication. Donc, nous, on se voit vraiment comme un canal de communication structuré entre le ministère et les citoyens, en impliquant l'initiateur de projet et des personnes ressources. Donc, on implique tout le monde dans un lieu où est-ce qu'on peut avoir un dialogue. Le BAP en chiffres, bon, on a fait, depuis 1978, on a fait près de 350 rapports. Le 350e s'en vient. Il y a près de 3000 requêtes d'audience publique qui ont été déposées par les citoyens. Donc, c'est énorme. Le record, ça a été dans le cadre d'un centre de cogénération qui a eu 209 personnes qui sont manifestées pour avoir une audience publique. Plus de 12 000 mémoires. Donc, dans le cadre de nos procédures, les personnes peuvent venir poser des questions. Les citoyens peuvent venir poser des questions, mais peuvent également déposer un mémoire. Donc faire valoir leur position par rapport au projet. Donc plus de 12 000 mémoires déposées jusqu'à maintenant auprès des commissions. Le mandat record, c'était Rabasca, où il y a eu près de 700 mémoires qui ont été déposées au BAP dans le cadre de la commission. Par rapport au projet minier, on a fait des commissions sur 9 projets miniers, ce qui n'est pas énorme. Il faut comprendre qu'avant 2014, en fait, il faut comprendre que les projets miniers sont assujettis à la procédure s'ils ont une capacité d'extraction au-delà d'une certaine limite. Donc, cette limite-là, avant 2014, était de 7000 tonnes par jour. À partir de 2014, ça a été réduit à 2000. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on a vu de plus en plus de projets qui devaient passer par la procédure d'évaluation environnementale. Donc, plus en plus de projets qui passaient devant le BAP. Donc, c'est pour ça que depuis 2014, on en voit un peu plus. Mais au total, on en a vu 9 passer par chez nous. Donc, le BAP se veut un format qui est accessible. Donc, les commissions d'enquête se déplacent sur place dans la région où le projet est susceptible de réaliser. Donc, va sur place entendre les gens. Puis, il faut comprendre qu'il n'y a pas de prérequis pour venir soit poser une question à la commission ou soit pour déposer un mémoire. N'importe qui peut le faire. C'est ouvert à tous. Il n'y a vraiment aucun prérequis. Donc, on se veut très accessible. On se veut transparent. Tous les travaux de la commission sont publics. Donc, tous les travaux de la commission sont transcrits par sténotypie, par un sténotypiste, et sont rendus publics par la commission. On fait souvent maintenant des web diffusions, donc c'est accessible par Internet. Les gens peuvent écouter les travaux de la commission par Internet. On se veut à l'écoute des citoyens, donc la commission construit le rapport du BAP principalement à partir des enjeux ou des préoccupations qui ont été soulevées par le public. Donc, on s'enrichit beaucoup. Donc, plus la population est informée, plus la commission peut s'enrichir, dans le fond, de leurs opinions puis de leurs travaux qui apportent devant la commission dans le cadre des audiences publiques. Les commissaires sont pourvus de pouvoirs importants. Donc, on disait tantôt, on n'est pas décisionnel, mais par contre, les commissaires qui siègent sur les commissions d'enquête ont les pouvoirs qui sont donnés par la loi sur les commissions d'enquête. Donc, pouvoir d'obliger une personne, promoteur ou citoyen ou peu importe, à déposer des documents, donc par subpénat. Et si jamais la personne refuse, mais pouvoir de les condamner pour outrage au tribunal. Donc, c'est des pouvoirs qui sont très importants, qui ont été jamais appliqués pour l'instant parce qu'en général, les commissions réussissent tout le temps à avoir l'information qu'ils ont besoin pour les besoins du travaux autrement que par la voie judiciaire. Mais les pouvoirs existent
néanmoins. C'est des pouvoirs qui sont quand même très importants. On n'est pas parfait. Écoutez, notre cadre juridique, dans le fond actuel, fait en sorte que les audiences publiques, on a juste 4 mois pour les faire en vertu de la loi. On a 4 mois pour informer les gens, écouter les gens, écrire le rapport et déposer le rapport au ministre. Donc, dans certains cas, c'est très peu. Pour des gros projets dont les études d'impact peuvent avoir des milliers de pages, pour une commission d'entrée, de prendre connaissance de l'étude d'impact, de prendre connaissance du milieu, d'accueillir les gens, d'écouter les gens puis faire le rapport par après, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on a une certaine restriction de temps qui peut affecter, en fait, pas la qualité du travail, mais qui peut affecter quand même le degré d'analyse qu'on peut faire. Des fois, il y a des choix qu'on a à faire dans l'analyse que les commissions doivent faire, dans le fond, dans l'analyse des projets. L'argent, évidemment, on est limité des fois par le budget. Par contre, notre budget est augmenté dernièrement, donc c'est très positif pour le Bureau d'audience publique. On a maintenant un meilleur budget pour pouvoir justement s'enrichir d'outils nécessaires pour mieux faire notre travail. Il y a une procédure qui est relativement stricte à respecter. La procédure d'examen et d'évaluation des impacts, elle est stricte et on arrive quand même assez tard dans le processus, comme vous avez vu un peu plus tard. Il y a beaucoup de travail qui est fait en amont par le promoteur, par les ministères. Donc, quand souvent, en fait, les gens viennent s'exprimer, des fois, ils disent, mais là, on a-tu vraiment un impact? Parce qu'on est quand même assez tard dans le processus. Donc, ça peut jouer un peu sur la perception des gens, le pouvoir que les gens peuvent avoir de leur perception d'influence qu'ils peuvent avoir en venant au bureau d'audience publique. Des fois, les gens ils disent, bien, déjà, tout est fait, pourquoi on irait se prononcer, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Intimidation du décorum, on a une certaine procédure, on n'est pas un tribunal, mais on a un certain décorum qu'on doit respecter. On a des délais à respecter aussi qu'on impose quand même dans le cadre de nos travaux pour s'assurer de bien rentrer dans notre 4 mois, pour s'assurer que les travaux se font de manière fluide. Mais ça peut être intimidant pour certaines personnes. Il y a également aussi le fait que tout est public, donc les gens ne peuvent pas venir s'exprimer anonymement. Donc, des fois, dans des petites communautés, ou est-ce qu'il y a un projet minier dans une petite communauté, bien, des fois, il y a des gens qui pourraient se sentir un peu intimidés juste par le fait que c'est public, de venir se prononcer en défaveur ou en faveur d'un projet. Des fois, ils peuvent avoir la peur de se faire juger, donc ça peut nuire un peu des fois dans le fond, à la représentativité peut-être des commentaires qui sont amenés en commission. On travaille beaucoup là-dessus, on essaie de développer des nouveaux outils au BAP en ce moment, notamment la participation par Internet, par clavardage. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. C'est un de nos défis à laquelle on s'adresse en ce moment. Comme je disais tantôt aussi, on a un rôle consultatif juste seulement. Donc, on peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça également comme des avantages, dans le sens qu'on n'est pas... nos décisions, ou en fait, les avis, les recommandations des commissions ne peuvent pas être contestées juridiquement, ce qui laisse une certaine liberté dans l'analyse des commissions, une certaine liberté dans leur expression qu'ils peuvent... dans leur expression, en fait, dans leur rapport. Donc il y a certains disent qu'on devrait être décisionnel, certains disent qu'on ne devrait pas l'être. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a des avantages, des désavantages des deux côtés. Il faut voir un peu où on se situe aussi au Québec, dans la procédure, puis c'est quoi notre rôle. Mais bref, ça, c'est une autre question. Mais on a un rôle consultatif seulement qui peut être perçu des fois comme étant négatif. On est un forum d'influence. On se plaît à dire que nos travaux ne servent pas à rien, que nos travaux servent vraiment à faire avancer soit les projets ou les lois ou les politiques ou de l'administration. Quelques exemples pour parler de comité de suivi. Mes collègues parlaient de comité de suivi au MERN en ce moment. Il y a eu une amélioration, je pense, au niveau des comités de suivi 2013. Comme mes collègues mentionnaient, dans la loi sur les mines, l'obligation de former un comité de suivi, par après le guide qui vient de sortir sur le guide des bonnes pratiques sur la mise en place et fonctionnement d'un comité de suivi. Dans les rapports, c'est souvent des choses qui revenaient depuis 2009, depuis l'article 1, des commentaires, des constats, des avis des commissions qui disaient mais il faut un comité de suivi, il faut que le comité de suivi soit représentatif. Donc, c'est beaucoup des choses qui ressortaient des commissions, des rapports des commissions. Et évidemment, est-ce qu'on est la cause des modifications législatives, des modifications au niveau des pratiques du gouvernement?
Non, évidemment non. Mais on se plaît à dire qu'on a quand même une influence et on est quand même un forum qui fait en sorte qu'on met dans le rapport la voix des citoyens. Donc, on se permet de dire qu'on a quand même une influence importante au niveau, autant au niveau législatif qu'au niveau des pratiques du gouvernement. Même chose sur les plans d'aménagement et de restauration que mes collègues du MRN ont parlé un peu tantôt. C'est souvent des choses qui revenaient dans les rapports, autant au niveau des constats et des avis qui étaient donnés par les commissions. Donc, on a vu quand même une amélioration à ce niveau-là, au niveau de la loi en 2013. Donc, au niveau de la garantie financière, en 2017, il y a un nouveau guide aussi qui a été sorti, guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec. Donc, c'est des sujets qui avaient été traités auparavant dans les commissions. Donc, on se plaît à dire quand même que nos travaux font avancer autant la législation que les pratiques au niveau de l'administration. Donc, on se dit à avoir un pouvoir d'influence assez important. Il faut comprendre aussi que les rapports que les commissions envoient au ministre sont publics. Donc, le rapport qui est envoyé au ministre est public. Donc, on n'est pas décisionnel. Mais si les gens prennent justement connaissance du rapport et voient un peu les décisions du gouvernement par après, bien, ils peuvent venir dire, mais comment ça, vous n'avez pas écouté le BAP? Le BAP a soulevé ça, pourquoi vous n'avez pas pris ça en compte? Les citoyens ont soulevé ça. Donc, on a un certain pouvoir d'influence au niveau politique, pas juridique parce qu'on n'est pas décisionnel, mais on a un certain pouvoir d'influence au niveau politique. Donc, est-ce qu'on est un outil au service de l'activité sociale des projets miniers? Pas tout à fait. Nous, on se voit vraiment comme un outil de démocratie participative. Donc, on est un forum qui facilite le dialogue, qui facilite la transmission d'informations. On est un forum, par nos rapports, qui peut avoir de l'influence sur la législation, de l'influence sur les bonnes pratiques, qui, eux, peuvent mettre en place un climat qui favoriserait de plus en plus l'acceptabilité sociale. Donc, on n'a pas comme objectif précis de favoriser l'acceptabilité sociale, mais de par nos travaux, on pense qu'on peut avoir une influence positive sur le cadre juridique et le cadre administratif qui vient encadrer justement les pratiques des promoteurs et qui favoriserait idéalement une meilleure acceptabilité sociale au Québec.